Ils sont nombreux, ils ont envie. Ils viennent de tous les horizons, de la poésie à la science-fiction. Ils ont connu l'amour, la haine, la débâcle, la gloire, parfois sans raison. Qui sont-ils ? Les livres. Le Centre national du livre soutient les écrivains, ceux qui sont partis à la conquête d'un rêve héroïque et brutal, l'écriture. Vous écoutez Son Livre, le podcast du CNL qui vole dans les plumes des auteurs. Avec son recueil de poèmes, intitulé Cassandre à bout portant, paru aux éditions Flammarion, Sandra Moussampès nous parle de fantômes, de forêts, de corps dénudés, de maisons à l'abandon, d'une Amérique paumée, avec l'ironie comme garde-fou. La poésie de Sandra Moussampès danse autour des feux intérieurs et frôle l'abîme de la raison. Elle hypnotise, elle jubile. Rencontre avec Sandra Moussampès, la belle énigme, qui fait des mathématiques avec un langage syntaxique unique. Bonjour Sandra Moussampès. Dans votre recueil, il y a des princesses, des fantômes, des forêts. Être poète, c'est être médium ? Pour ma part, je pense effectivement que dans mes poèmes, il y a une forme de prophétie. Ça paraît présomptueux, mais ça m'arrive parfois de lire d'anciens livres et de voir que certaines choses, j'ai certaines réponses finalement dans mes propres livres, alors que j'essaye de les chercher vainement, souvent à l'extérieur ou ailleurs. Donc ouais, je pense qu'avec ce langage assez justement médiumnique, il y a quelque chose de la prophétie, donc avec évidemment Cassandre déjà qui annonce aussi tout ça. Pourquoi ce titre, Cassandre à bout portant ? Alors Cassandre, c'était déjà le prénom qu'on me donnait quand j'étais petite. Mes parents m'appelaient Cassandre. Je devais sûrement déjà être quelqu'un qui faisait des prémonitions. C'est pas toujours confortable comme situation, puisqu'en fait Cassandre, elle n'est jamais crue, alors qu'elle dit la vérité, et donc elle n'est jamais crue. Donc voilà, c'est un état que je ressens fortement. Cassandre, c'est moi. Et à bout portant, c'est le côté justement, on va dire, assez trash de la chose, c'est-à-dire, bon d'ailleurs dans mon livre il y a pas mal de choses liées aux armes, avec différentes armes, donc il y a une forme de violence, on n'est pas dans la mièvrerie, et c'est un ensemble de choses avec effectivement tous ces détournements de contes de fées, de mythologie, et aussi ce besoin quand même de beauté, mais d'une beauté qui va aussi transmuter des choses bien plus cruelles et trash. Les métaphores, les assemblements de mots, permettent-ils de transcender notre condition ? Vous parlez souvent de miroir. Je crois qu'en fait, il y a quelque chose de très auto-fictif, mais aussi d'assez universel. Et déjà, le fait de pouvoir écrire comme ça ma propre syntaxe, de pouvoir créer ma syntaxe linguistique, de pouvoir inventer mon propre langage, c'est une façon aussi d'être moi-même, parce que c'est vrai que le langage, on va dire, sociétal, avec ses codes un peu convenus, etc., pour moi, c'est un langage qui sert, entre guillemets, à communiquer, dans lequel j'excelle pas vraiment. Et pour moi, mon vrai langage, c'est celui que j'invente avec ma syntaxe, avec mon univers. C'est pour ça que j'aime tant, entre guillemets, la poésie. Je n'aime pas le cliché du mot poésie, parce que ça peut être très poétisant, et ça, c'est tout ce que je veux éviter. Mais la poésie, dans le sens langage expérimental, ça me permet vraiment d'être moi et en fait de pouvoir exprimer mon langage, mon univers, et pas ce langage qui est convenu, qui est déjà donné. Voilà, c'est ces paroles qui sont déjà, formatées souvent, ouais. Et qui, moi, ne me parlent pas toujours, même si on est obligé dans la vie quotidienne de s'exprimer tous avec des mêmes syntaxes, voilà. Et le miroir, effectivement, c'est toujours cette quête d'essayer de comprendre un petit peu qui on est, et puis aussi il y a le miroir au niveau du féminin, de détourner les stéréotypes autour du féminin. Moi, la notion de miroir, ça m'a toujours passionnée. Le miroir dans le miroir, dans le miroir, dans le miroir, dans le miroir. Qu'est-ce qui apparaît finalement derrière le miroir aussi, comme dans Alice au pays des merveilles. Enfin, tout ce qui est énigme et mystère, et tout ce qui ne s'explique pas forcément, qui reste énigme. Votre poésie ressemble à une équation.
Votre langage est souvent mathématique. Pouvez-vous nous expliquer vos pensées kaléidoscopiques ? Ouais, justement, là, dans une lettre que j'avais écrite dans un recueil de lettres aux jeunes poétesses, j'expliquais à la jeune poétesse qui lisait, ou à celle que j'étais, qu'il était très important de s'intéresser à l'occulte, mais aussi beaucoup aux mathématiques, donc aux chiffres, et que de se plonger dans des ouvrages scientifiques, c'était faire aussi l'apprentissage de la poésie. Donc votre question est exactement dans cette optique, puisque c'est des équations en fait, mais des équations qui viennent de quelque chose qui échappe, qui n'est pas pour autant moins entre guillemets rationnel ou que des chiffres justement. Et donc moi j'ai beaucoup lu aussi d'ouvrages scientifiques sans forcément les comprendre, mais ça fait partie de cette je dirais entre guillemets rigueur ou habitude pour pouvoir ensuite recomposer des textes qui eux partent de quelque chose qui justement nous échappe, de quelque chose voire même lié à une atmosphère fantomatique comme vous disiez, et en fait les choses se rejoignent. Il n'y a pas d'un côté le rationalisme et d'un autre côté quelque chose qui serait entre guillemets perché, mais non, je veux dire les deux s'imbriquent et parfois les chiffres peuvent être beaucoup plus perchés à la limite que les mots. C'est vrai. Donc oui, moi j'ai beaucoup écrit de poèmes qui sont des équations, c'est pour ça que j'ai besoin que ce soit très resserré et assez, pas minimaliste dans le genre, mais je veux dire chaque mot a sa place et voilà, c'est effectivement comme des équations syntaxiques. Ouais. Les gens qui parfois pensent que parce que l'écriture est assez, on va dire, subtil ou sophistiqué, que c'est pas clair, mais c'est faux. Et puis moi je le vois parce que des fois quand je vais faire des ateliers dans des quartiers, etc., avec des jeunes, et en fait ils comprennent parfaitement, c'est très clair aussi pour eux. Vous interpellez souvent le lecteur, je vous cite. Quelle suite donner au poème dont on ne saisit pas l'objet ? Ou alors, la vie et le poème ne peuvent en aucun cas se toucher. Fondamentalement, c'est vrai que pour moi, il y a quand même deux mondes en fait. Alors parfois, il y a une espèce de frôlement, voilà, parce que la vie est quand même le laboratoire à flux tendu de l'écriture, mais il y a quand même vraiment deux mondes différents. Effectivement, le réel va nourrir sans doute la création, mais voilà, je trouve que c'est deux mondes différents qui sont quand même très distincts. Donc effectivement, cet humour, il est parce que je pense que c'est capital en fait quand on écrit, qu'il y ait toujours une espèce de distance avec justement un humour aussi, qui soit noir ou autre chose, voilà, noir ou pas, bon, mais c'est ça. Et aussi, d'être dérouté. Enfin, moi, je sais que ce qui m'intéresse dans la création, c'est la perturbation, ce qui dérange aussi, hein, et pas quelque chose de convenu ou qu'on a. Voilà, donc pour moi, il y a vraiment deux univers. Je le ressens même de plus en plus, en fait. C'est-à-dire, la création me paraît beaucoup. Enfin, mon univers. Poétique, syntaxique, c'est plus moi en fait finalement que le réel qui pourtant est censé être la vie dont on s'empare. Exactement. Normalement c'est ça la vraie vie, c'est le réel. Mais en fait moi c'est plus un laboratoire qui va m'aider à travailler en fait. Voilà, mais le réel va être plus du côté de ce que j'écris. Alors, je sais pas si c'est bien ou pas. C'est comme dans un de mes poèmes où j'habite dans mes livres. Des fois j'aimerais mieux habiter dans la vraie vie, mais bon, c'est comme ça. Quand on vous lit, on a le sentiment d'être dans un film expérimental. Pourquoi ? Je dirais que depuis l'enfance, j'ai toujours eu l'impression qu'en fait j'étais filmée. Donc j'ai toujours eu l'impression que j'étais dans un film. Je me regardais dans des miroirs, justement, des miroirs assez anciens, comme ça. Et j'ai toujours eu cette sensation de me voir. Voilà, donc c'est peut-être, je sais pas, un trouble. Enfin, mais j'ai toujours cette sensation cinématographique, en fait. Donc c'est pas du tout quelque chose d'artificiel, ou c'est vraiment réel. Et c'est pour ça que c'est important pour moi aussi souvent de parler de films ou de séries qui m'ont touchée, parce que je me sens complètement insérée dans le film. Alors le film de la vie, effectivement ce côté complètement intemporel qui dépasse entre guillemets la vie, ce côté linéaire qui est quand même dans nos sociétés, dans notre monde, le temps est comme ça très
séquencé pour se sécuriser, etc. Avec un début, un milieu, une fin. Et moi, je dirais que les choses sont beaucoup plus complexes que ça et qu'effectivement, il y a pas forcément ce temps-là. Et donc, c'est comme un film qui peut parfois se revoir ou être comme ça un petit peu infini d'une certaine façon. Être sorcière aujourd'hui, ce serait quoi ? Ce serait qui ? Alors, entre guillemets, être une sorcière, pour moi, c'est justement à travers Cassandre, ça peut être le côté prophétesse, ça peut être poétesse, c'est aussi ne pas être dans une convention de quelque chose qui est attendu pour une femme, qui doit être comme ci, comme ça, etc. Et puis, pouvoir libérer son imaginaire totalement et s'exprimer, comme je le fais aussi en chant, ou sans pour autant avoir une définition de soi-même ou une définition de ce qu'on fait, mais que des choses comme ça qui nous échappent, qui peuvent être déroutantes et qui peuvent être, encore une fois, dérangeantes, mais en même temps, moi j'aime bien tout ce qui est éthéré et tout ce qui est quand même flottant aussi, puisse si prendre vie. Ouais, un petit peu de ça, ouais. Ça, c'est étonnant. Ce côté bizarre aussi que j'aime bien, oui. D'associer comme ça des méduses, des globes oculaires, des os, j'aime bien aussi tout ce qui est poésie coréenne et tout ce qui est de l'ordre de l'étrange dans le féminin, sans pour autant forcément être encore une fois dans ce côté girl power, tout ça là, c'est encore autre chose. Moi, c'est beaucoup plus souterrain en fait, peut-être, et en même temps j'adore ce qui est bizarre et étrange. Dans vos poèmes, on sent qu'il y a un rapport intime avec la musique. Pouvez-vous nous en parler ? Oui, en fait, je faisais de la musique avant d'écrire. J'avais fait un groupe, d'ailleurs avec quelqu'un qui ensuite a découvert Daft Punk, c'était il y a longtemps. Et puis après, j'ai joué aussi, j'ai fait une scène avec Marc Collin, qui est le groupe In Du Rain, donc qui est devenu la nouvelle vague. Ouais. D'ailleurs, fait du cinéma maintenant. Et puis ensuite avec les Walk Long Press, qui était là, qui avait fait un concert à Paris. Donc j'ai participé à leur album, c'était le label 4AD, il y a longtemps, 95 tout ça. Et avec In Du Rain 92. Donc. Et puis après, un hippie aussi avec un DJ berlinois mais qui habitait à Londres et là c'était du down tempo, drum and bass, mais moi j'ai toujours eu une voix très éthérée en fait, un peu à la Cocteau Twins, donc voilà, et ce que je fais dans mes lectures performées, puisque je fais des lectures performées comme au Centre Pompidou ou dans des musées, où là je lis mes textes et j'intègre à l'énonciation du poème donc des voix off qui sont à la fois liées à l'ordinateur, des voix que j'ai enregistrées de moi, et puis en live aussi, donc avec comme ça des voix un peu éthérées, chamaniques en fait. Sandra Moussampès, accepteriez-vous de nous lire un extrait de votre livre ? Objets féminins non identifiés. Des princesses filmiques, échappées d'un couvent, orientées à l'est, savent depuis longtemps jusqu'où elles peuvent aller. Elles se sont réfugiées dans une maison hantée, abandonnée depuis 1972, fatiguées d'avoir marché des heures dans la forêt. Elles savent à présent qu'à tout moment, le récit peut s'arrêter. Le film peut se dématérialiser. Elles rentreront alors dans leur famille aisée de Beverly Hills ou dans un de ces lotissements luxueux de Santa Monica en bordure de mer. Pour le moment, elles mâchent du chewing-gum à la fraise sauvage, écoutent du dubstep en se trémoussant dans un couloir mordoré, allongées sur de vieux matelas posés à même le sol poussiéreux. Il reste sur la table de la cuisine des cornflakes figés depuis 1972. La boîte est recouverte de toiles d'araignée. Les énoncés publicitaires ont gardé les couleurs passées de l'époque. On pressent quelque chose de vaporeux dans l'atmosphère, des ectoplasmes, à la recherche de leur histoire, des corps qui essayent de s'infiltrer dans d'autres corps. Nous ne savons pas ce qui se trame ici. Toute explication serait incomplète devant l'ampleur des débats invisibles. Les voix off s'entremêlent. Où se trouvent les souvenirs
Donc tu ne te souviens pas? Sandra Moussampès a obtenu une bourse de création pour l'écriture de Cassandre à bout portant. Elle a écrit de nombreux ouvrages poétiques. Elle a contribué à l'ouvrage collectif Lettres aux jeunes poétesses aux éditions de l'Arche. Et elle a aussi fait du rock avec le groupe Indurain, entre autres.